Nous avons la chance de passer à la première conférence de ce soir. Pour ce faire, nous allons écouter Julia Steinberger, qui était professeure à l'université de Leeds, qui est aujourd'hui professeure à l'université de Lausanne, chercheuse en économie, spécialiste des enjeux sociétaux liés aux impacts du dérèglement climatique. Je vous propose de l'applaudir et on l'écoute. Julia Steinberger. Ça fait très plaisir d'être là. L'éclairage est incroyable, mais je vois qu'il y a plein de monde. Ok, alors je vais vous parler un petit peu de mes recherches et de ce que je fais avec mes collègues. Je vais essayer d'aller un peu vite. Il y aura plein d'idées, j'espère, et on verra si ça revient dans la discussion. Je vais dire tout de suite que c'est moins concret que ce qu'on voit aujourd'hui de toutes les activités qui se sont passées, qui se passent actuellement à Gland. Et en plus, je suis lyonnaise, mais on verra comment ça avance. Ok, alors je me suis promis en janvier 2025, je suis aussi états-unienne, je me suis promis que toutes les présentations que je donnerai cette année, que je parlerai d'une personne très 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 importante. Ça c'est donc en fait on va passer d'abord à un petit épisode de dystopie en janvier 2025. Il y avait des feux à cause du réchauffement climatique absolument incroyable à Los Angeles, et ces feux sont passés par le quartier d'Altadena. Et le quartier d'Altadena, c'est un quartier de personnes afrodescendantes et qui, entre autres, a abrité la grande autrice Octavia Butler. Et si vous ne vous souvenez qu'une seule chose, c'est de prendre un de ses bouquins. C'était une auteure absolument incroyable. Elle a fait de la science-fiction. Et elle a écrit ces deux livres, le Parable of the Sower et the Parable of the Talents, où entre autres elle prédit, c'est des dystopies avec le réchauffement climatique, où entre autres elle prédit Trump. Donc ça vaut la peine. Et nous vivons dans des temps où les poètes, les écrivains et les acteurs de la culture ont un rôle, je pense, aussi important que celui des scientifiques à jouer pour nous aider à comprendre notre temps actuel. Je voulais juste faire un petit tour sur les limites planétaires, parce que la question c'était comment est-ce qu'on arrive à vivre bien à l'intérieur des limites planétaires. Je crois que le micro, en fait, voilà, ça va aller mieux. Alors, les limites planétaires, c'est un concept qui est des fois considéré comme un petit peu obscur. Alors, c'est des parties du système Terre, si on les déstabilise, ce qui est en train de se passer pour tout ce qui est en rouge, quand on les déstabilise, ça veut dire que le système Terre, dans son équilibre, dysfonctionne d'une manière qui est existentiellement dangereuse pour nous. Donc ça inclut le réchauffement climatique, mais ça inclut aussi la biodiversité, l'acidification des océans, etc. Et des fois, on se dit « Ah, il y a plein de limites planétaires. » Du côté de l'économie, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que l'économie correspond à ces limites planétaires? Et le premier truc à dire, c'est qu'en fait, c'est très simple. Le rôle de certains secteurs économiques est prépondérant dans ce dépassement des limites planétaires. Il y a de multiples limites planétaires, mais en fait, il n'y a que certains secteurs de l'économie qui contribuent massivement. Alors, le premier, c'est la combustion des énergies fossiles. Donc ça fait pas mal. Ça fait réchauffement climatique, acidification des océans et une grande partie actuellement de la perte de la biodiversité. Il y a l'agriculture, surtout l'agriculture animale, qui est responsable plus ou moins du reste, donc aussi massivement et de manière prépondérante de la perte de biodiversité, d'une grande partie du réchauffement climatique et de tout ce qui est usage des sols, usage des eaux. Il y a aussi la question de la foresterie, ça c'est un petit peu moins important peut-être. Et ensuite, toutes les autres industries, c'est minime. Donc, en termes de matériaux, autres productions, il y a peut-être juste les nouvelles entités, ou même là, les énergies fossiles sont probablement, le secteur fossile est probablement le plus important. Donc, les limites planétaires, c'est compliqué. On est en train d'intervenir dans le système Terre de manière complexe et très dangereuse. Mais pour finir, les causes sectorielles dans l'économie qui le font sont très simples, vu qu'il y en a grosso modo deux. L'agriculture, surtout animale, et les énergies fossiles. Donc voilà, ça c'était juste pour simplifier. Ensuite, on va passer à toute autre chose, c'est-à-dire les besoins humains, le bien-être humain, parce que la question c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre bien à l'intérieur des limites planétaires. Et là, j'ai pris un slide d'une présentation où j'avais demandé à mon fils de décrire un extraterrestre. Donc voilà, ça c'est l'extraterrestre. Et en gros, la façon dont nous on conceptualise les besoins humains dans ma recherche, enfin le bien-être humain dans ma recherche, c'est basé sur les besoins humains. Et c'est un insecte à de multiples pattes, c'est-à-dire c'est un insecte qui ressemble plus ou moins à ça. J'ai besoin de toutes mes pattes, c'est-à-dire j'ai besoin que tous mes besoins soient satisfaits.
Et ces besoins, on les considère de manière négative, c'est-à-dire qu'un besoin se prouve car on ne va pas bien quand il n'est pas satisfait. Donc ça veut dire que si une seule de ces pattes est déficiente, si un seul de ces besoins n'est pas satisfait, je vais mal. Et c'est comme ça qu'on conceptualise le bien-être humain et on a plein de preuves qu'en fait c'est une façon cohérente de le faire. Donc, j'ai passé des limites planétaires au bien-être humain avec des dessins un peu farfelus, mais c'est juste pour un petit peu situer nos recherches. OK. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment nous comprenons l'économie. Et le point le plus important, c'est que la façon dont nous comprenons l'économie, c'est à travers ce qu'on appelle les systèmes d'approvisionnement. Et quand vous parlez de l'économie locale à gland, quand vous parlez de comment faire en sorte d'avoir des circuits qui vous permettent de faire ce que vous voulez dans votre territoire, nous sommes en plein dans cette question de ces systèmes. Et les systèmes d'approvisionnement, c'est ce qui fait le lien entre la consommation de ressources et la capacité d'avoir un bien-être humain. Donc, si les systèmes d'approvisionnement sont bien organisés, ça peut aller très bien. S'ils sont mal organisés, ça peut aller très mal. Alors, la façon dont je vais essayer de résumer ce que nous avons trouvé dans nos recherches et vers quoi nous allons, ça va être assez simple, j'espère. Du coup, je ne suis pas dans le thème des 5. On ne m'avait pas dit qu'il y avait 5. Je suis dans 6, là. Zut, ou 2 fois 3. Donc, oubliez celui que vous voulez et nous serons de nouveau chez les 5. Alors, j'ai 3 faits et 3 pistes. Alors, j'espère que chaque fait correspondra à la piste et on va aller assez rapidement à travers ces idées. Alors, le premier fait, c'est celui de l'inégalité. Et je me suis beaucoup focalisée là-dessus enfin, c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler dans mon projet sur le bien vivre à l'intérieur des limites planétaires. Parce que quand on regarde, par exemple, les moyennes nationales, on cache beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il y a certaines sociodémographies qui vont consommer très différemment d'autres, surtout sur la base des revenus et des richesses. Alors, j'ai pris ce graphique-là. Ça, c'est une étude qu'on a faite sur les ménages individuels, des milliers de ménages individuels au Royaume-Uni, sur leur consommation. On avait aussi par ailleurs leur bien-être, mais ça je ne vous montre pas, mais c'est dans le papier de Marta Baltrushevitz. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a pu estimer l'empreinte énergétique, donc c'est la consommation énergétique qui inclut les imports, exports, enfin ce qui est aussi consommé et produit à l'extérieur du Royaume-Uni. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le décile, les 10% les plus pauvres en bas et le 10% les plus riches en haut. Et la longueur de la barre correspond à l'empreinte énergétique. Et ce qu'on voit, c'est que le logement est très équitable. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, donc ça, c'est la barre violette, c'est quelque chose qu'on voit au Royaume-Uni, on le voit partout. Pas à ce point-là, mais on le voit partout. Le logement, c'est équitable. Là où l'inégalité explose, c'est dans le transport. Et on voit que c'est les vols et la voiture en particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment à l'international. C'est-à-dire que les secteurs sont très, très différents. Ça, c'est une des raisons pour laquelle la croissance verte ne peut pas être possible, parce que les ménages avec plus de revenus surconsomment le transport, ce qui est très, très endommageant en termes énergétiques et en termes d'utilisation de ressources et d'impacts environnementaux. Et ça, bien sûr, la Suisse, on aurait des profils qui seraient très, très, très similaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'on constate de manière assez universelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur la base de cette question des inégalités? On a de la déficience d'un côté, la surconsommation de l'autre. Alors, une des pistes qui est proposée, c'est la piste de la sobriété. Donc, les économistes qui essayent de réfléchir l'économie autrement disent qu'il y a un minimum et un maximum de consommation. Et donc, cette question de la sobriété a été définie par Yamina Saheb dans le dernier rapport du GIEC. Ce qui est un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être humain pour tous dans les limites planétaires. Donc la question de la sobriété, c'est assez, mais pas trop. Et bien sûr, ensuite, les questions se posent de comment est-ce qu'on s'organise pour le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des exemples de sobriété autour de nous. Là, j'ai carrément pris un exemple genevois, c'est un peu la honte, mais c'est vrai que l'écoquartier des Vergers, quand je le montre, quand je l'explique un petit peu ce qui se passe dans les coopératives d'habitation à des publics internationaux, ils sont assez épatés que les gens arrivent à décider ensemble de vivre dans des apparts plus petits, de façon à avoir des espaces
en commun plus grands, d'avoir des espaces de verdure plus grands et surtout ne pas avoir de voitures aussi dans leur quartier. Donc la sobriété, c'est quelque chose qu'on arrive à réaliser quand on s'organise de manière différente. Le deuxième fait, c'est que nous avons fait une modélisation sur la base, pas futuriste, mais pas trop futuriste. On l'a fait, une modélisation sur la base de technologies soit existantes, soit qui pourraient exister dans l'avenir. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de licorne magique ou de petites fées, on est en train de parler de tracés de technologies actuelles qui continuent à avoir de plus en plus d'efficacité dans leur de progrès d'efficacité dans leur performance. Et donc, on s'est dit, OK, en 2050, à quoi ressemblent ces technologies efficaces? Et ce qu'on a dit, c'est qu'on les rendrait disponibles pour tout le monde et seulement en mesure des besoins. Donc, c'est un scénario extrême. Tout le monde a droit aux infrastructures et aux technologies les plus performantes. Personne n'a droit à plus. Donc, c'est vraiment à quel niveau est-ce qu'on peut aller le plus bas possible. Mais ce qu'on a trouvé, c'est un fait assez réjouissant, c'est que l'énergie nécessaire pour une vie décente, selon la définition de Narasimha Rao, serait possible en 2050 à moins de la moitié de notre consommation actuelle. Ça, c'est assez épatant. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à subvenir aux besoins de tous et tout le monde, de tous et toutes, techniquement. Ça, ce serait possible. Par contre, on a ces problèmes d'inégalité qui reviennent. Et on a pris en compte le réchauffement climatique et aussi la croissance démographique dans ce modèle. Aussi les diversités géographiques des différentes populations. OK. Donc ça, c'est très réjouissant. C'est un résultat qui a fait beaucoup de bruit, qui a été cité dans le GIEC, qui a fait changer les idées, en fait. Mais pour ce faire, on a besoin que l'économie change de manière drastique, non seulement en réduisant les inégalités, mais aussi en investissant spécifiquement dans les technologies et les secteurs les plus porteurs pour le bien-être humain, les technologies et les infrastructures les plus importantes pour permettre aux personnes de vivre bien. À quoi est-ce que ça ressemble? Alors, je suis désolée, c'est un graphique un petit peu compliqué. C'est le travail de Jarmo Kikstra, un collègue à la IASA en Autriche. Et il a justement répertorié quels seraient les besoins en investissement. Et là, il les a estimés, l'unité, c'est des exajoules. On est autour, les exajoules, c'est beaucoup d'énergie, on est autour des 500-600 exajoules par an en consommation actuelle. Et il a répertorié quels seraient les besoins en investissement pour ces infrastructures et technologies alternatives. Ça fait beaucoup. C'est une grande masse d'investissement dont on aurait besoin. Mais il les a non seulement répertoriés en termes énergétiques, on pourrait aussi le faire en termes matériaux, en termes économiques, mais il les a répertoriés par secteur. Et ce qui est incroyable, c'est que le secteur le plus important pour ces investissements, c'est le secteur de l'habitat. Et l'habitat, vous avez vu, c'est quelque chose de très équitablement distribué. Et c'est ce qui est le plus important pour la qualité et la quantité de vie des personnes les plus défavorisées actuellement aussi. Je dirais même en Suisse, même en Angleterre. Par contre, regardez ce qui se passe pour ce secteur rose de l'habitat, de shelter, après l'investissement. Donc, à gauche, on a l'investissement, à droite, on a la consommation annuelle après l'investissement. Le secteur de l'habitat devient tout rikiki minable. Ça veut dire que si on investit massivement dans l'efficacité énergétique, les pompes à chaleur, les toits verts, pourquoi pas, etc., on arrive à réduire la consommation énergétique massivement. Mais ça demande une réorientation de nos économies vers ce secteur qui est un secteur crucial. Par contre, pour la mobilité, vous voyez qu'il y a un énorme investissement à faire aussi. Par contre, pour la mobilité, on se retrouve avec la mobilité qui demande toujours de l'énergie, qui demande la part de lion de l'énergie, même dans un avenir post-croissant, avec un bien-être pour tous. Pourquoi? Parce que les lois de la physique sont ce qu'elles sont pour déplacer les choses et les personnes. On a toujours besoin d'énergie quand même. Mais ça, c'est avec beaucoup plus de transports en commun, bien entendu, et d'électrification. OK. Alors, je passe au troisième fait. Les systèmes d'approvisionnement pourraient nous permettre, donc c'est vraiment cette question de la possibilité, les systèmes d'approvisionnement pourraient nous permettre de vivre bien en utilisant moins de ressources. Le problème, c'est qu'actuellement, ils sont orientés plutôt pour engendrer la surconsommation.
Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'autoroute américaine, qui est quand même l'exemple type, l'infrastructure, la création de la dépendance automobile aux États-Unis via les infrastructures est un exemple quand même assez parfait de cette création de la surproduction créée de la surconsommation. Parce que le problème, c'est que nous avons des industries, surtout les grandes filières industrielles, qui sont surproductives. L'industrie automobile n'a pas le choix. Leurs usines ne peuvent pas tourner à 30% ou 50% ou même 70%. Elles ont des grosses infrastructures qui sont obligées de tourner à un rendement d'autour de 90%, autrement elles font faillite tout de suite. Donc elles sont en situation de surproduction chronique. Et c'est un petit peu le problème de beaucoup des grandes industries actuellement. Elles ont des capitaux investis dans la production. Du coup, elles doivent engendrer la surconsommation dans le reste de l'économie. Et donc, du coup, pour nous, il faut aussi comprendre la surconsommation comme un produit industriel, le fruit de décennies de lobbying, de subventions et de capture d'État. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons étudier à travers des études historiques. Donc, cela, on l'a fait aussi. Et on a aussi justement étudié ce cas d'étude sur la création de la dépendance automobile. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas... ouais, voilà. Donc, je pense que j'en reste là parce que je vais... Ouais, non, c'est bon. J'arrive au bon slide. OK, parce que ce que nous apprenons à l'école est faux. Ce que nous apprenons dans les départements d'économie chez mes collègues à HEC aussi est souvent pas correct. Et du coup, je vous ai fait une BD. Alors, une version BD de l'économie mainstream, c'est-à-dire néoclassique, on a une espèce de marché horizontal. Et ça, c'est un marché, c'est pas une vision du marché complètement fausse, c'est une vision du marché qui est correcte dans certains cas très, très, très minimes. Mais du coup, je pense que c'est assez correct probablement pour les différents producteurs de bière locaux, par exemple, les différentes brasseries artisanales locales, dont nous avons Captain Mousse parce que je suis lyonnaise, nous avons le Dive Bar parce que nous sommes à Gland, et la brasserie Brignoli à Rolles, où je n'ai jamais été, mais je pense que c'est super. Donc les brasseries de la côte, et vous voyez que toutes les brasseries sont contentes et sont en train de verser des belles bières délicieuses dans le marché qui est un espèce de truc horizontal comme la surface de la mer, et vous voyez les consommateurs locaux, les citoyens, nos concitoyens de la côte, qui sont très heureux aussi, et personne, tout le monde dans ce schéma sont des petites fourmis qui n'influencent pas la grande mer du marché. Donc personne ne peut orienter le marché. La réalité, c'est que le marché est orienté par les grandes multinationales, par les grandes filières industrielles. Donc, la version BD de l'économie réelle, telle que nous l'observons, c'est des grandes chaînes d'approvisionnement verticales connectées via des clusters technologiques, c'est-à-dire qu'elles se tiennent les coudes et qu'elles empêchent les nouveaux entrants d'arriver. Et pas tout le monde est des fourmis. Il y a, entre autres, plutôt des monsieur Monopoly. Alors, un de ces clusters, c'est le secteur du pétrole, des automobiles, des routes, parce que le bitume étant aussi un produit pétrolier, et d'une certaine forme de création immobilière, entre autres à travers les banlieues. Et du coup, ça a créé beaucoup de dépendance automobile, et le marché, c'est plutôt un entonnoir. Et l'État est plutôt là pour soutenir ces grandes industries et les aide à empêcher les nouveaux entrants d'arriver. Donc ça, on est un petit peu dans un problème systémique et structurel. C'est ça que j'essaie de dire. Du coup, il nous faut, pour transformer l'économie, faire quelque chose comme ce qui est en train de se passer un petit peu aujourd'hui, d'aller vers de la démocratie économique. C'est-à-dire que la prise de décision ne peut pas être laissée au marché. Quand on dit que c'est au marché de prendre la décision, on est en train de dire que c'est à Exxon ou d'autres grosses boîtes de prendre les décisions pour nous, BlackRock entre autres, qui justement font ce genre de prise de décision de façon massive. Donc pour mettre fin aux abus de pouvoir industriel et à la capture d'État, il faut que nous ouvrions l'économie à la démocratie et que cette démocratie ne soit pas considérée simplement comme une démocratie électorale, mais comme une démocratie des producteurs, des consommateurs, des travailleurs, des personnes de la communauté qui viennent ensemble pour prendre les décisions sur qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va consommer, comment on va travailler, comment on va s'organiser. Et on a ces exemples, par exemple, d'assemblées citoyennes qui sont des exemples extrêmement positifs. Les assemblées citoyennes, en tant que scientifiques du climat, c'est magique. C'est des endroits où les gens ont envie de transformer leur société, qu'ils viennent de n'importe quel horizon qu'ils soient. Quand on fait face à d'autres formes de prise de décision, c'est beaucoup plus pessimiste. Et juste pour dire que la démocratie, ce n'est pas juste une belle idée. En fait, on a pu observer de manière statistique
très, très, très reproductible et très, très, très robuste, quels sont les facteurs sociaux, économiques et politiques qui permettent à certains pays d'arriver à mieux subvenir aux besoins de leur population en utilisant moins d'énergie. Les facteurs positifs sont les services publics, grands champions du monde. L'accès aux services publics et aux infrastructures de réseau est incroyablement positif. L'égalité économique, pas de surprise là. La démocratie est un facteur positif. C'est bien. Et donc, tant mieux pour nous, la Suisse. Et comme je l'ai dit, l'accès électrique, sanitaire, réseau, transport, etc. Nous avons aussi pu trouver des facteurs qui étaient négatifs dans cette étude, dont l'extractivisme, c'est quand une économie est très dépendante des grands secteurs extractifs de l'économie. Et on a aussi vu que la croissance économique au-dessus d'un revenu modéré est un facteur freinant pour atteindre les besoins humains avec moins d'énergie. À bon entendeur, salut. Donc, je continue de travailler sur cette question de la démocratie économique. On commence à écrire des papiers là-dessus. C'est un petit peu une nouvelle idée. C'est quelque chose qui fait son petit chemin. Nous continuons de travailler. Nous sommes le premier tiers de ce grand projet de recherche européen, justement sur les économies post-croissantes, avec les questions de politique, de prise de décision, d'organisation différentes, aussi de la modélisation. Nous sommes en train de regarder, par exemple, de combien de travail est-ce qu'on a besoin pour vivre bien, qui travaille pour qui. La Suisse étant particulièrement problématique sur ce point de vue. Nous sommes un peu les champions du monde de ce qu'il ne faut pas faire, malheureusement. Et donc, la question de relocaliser le travail devient cruciale. Et donc, je me réjouis de revenir parmi vous pour vous donner plus de nos résultats dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci.